Place maintenant à la politique et à notre invité Gabrielle Massou, présidente du groupe Front de Gauche au Conseil régional d'Île-de-France. Vous allez nous dessiner, Daïko Douy, son portrait. Oui, un portrait en animation graphique préparé par Grégoire Courtois. C'est parti. Gabrielle Massou, vous êtes président du groupe Front de Gauche au Conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes également élu du département des Hauts-de-Seine. Et on va le découvrir avec votre accent. Vous venez du Sud, vous montez en Île-de-France pour vos études. Vous êtes agrégé en mécanique et vous enseignerez cette matière dans plusieurs lycées professionnels de la région. Alors la mécanique, vous me voyez venir, ça peut aider en matière électorale. Alors quelle sera l'équation du Front de Gauche pour les régionales de décembre prochain? FDG plus ELV plus PS égale victoire en IDF. Ça, c'est la formule de base, mais il y a des variantes. Faut-il l'appliquer avant le premier tour et s'unir, ou le faire entre les deux tours et se présenter d'apport en autonomie? Là, ce n'est plus une question de mécanique, mais de dynamique, voire de chimie ou d'alchimie. Alors, monsieur Massou, allez-vous trouver la bonne formule? J'en suis certain. J'en suis certain parce qu'il y a une demande très forte de passer à autre chose. De passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on est dans une région où la gauche dirige depuis 1998. Nous avions battu la droite et j'en étais à l'époque. Aujourd'hui, la droite essaye de reconquérir cette région. On aura, si vous voulez, un échange sur ce qu'il propose, mais je trouve que cette tendance à aller chasser en permanence sur les idées du Front National... Ça, on va voir. Mais si je puis me permettre, tout le monde est en route, sauf le Front de Gauche. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'êtes pas pressé ou vous ne savez pas justement quelle stratégie adopter? Justement, on sait quelle stratégie adopter, mais la stratégie que l'on adopte demande plus de construction que ceux qui vont juste avec l'étiquette des partis et avec des candidats qui sont issus de leur parti. C'est facile de faire une liste UMP avec que des candidats UMP. C'est facile. C'est fini l'UMP. Je les appelle comme ça parce que le mot républicain continue à me gêner. Je suis aussi républicain. Le PS va faire une liste qu'avec des militants du PS. Nous, on essaye de construire autre chose. C'est quoi? Autre chose, c'est que dans cette région, il y a un potentiel énorme qui existe sur le terrain, avec des initiatives multiples, citoyennes, associatives, militantes politiques, qui ne trouvent pas actuellement de débouchés au bon niveau dans la région en termes politiques. Cette construction, donc, il ne suffit pas de dire le PC va faire sa liste ou le Front de Gauche va faire sa liste, c'est que nous avons une ambition beaucoup plus grande, c'est qu'il nous semble qu'il y a une place en région Île-de-France pour une liste qui conteste les choix dominants d'aujourd'hui, qu'ils soient nationaux et y compris régionaux. Ça me rappelle quelque chose, Jean-Noël, c'est un peu comme Podemos en Espagne. Ah oui, oui. Oui, c'est un peu ce que vous voulez faire. Mais Podemos, c'est une très belle aventure. On peut imaginer que, comme la maire de Madrid, ça soit une inconnue qui puisse diriger la région Île-de-France. C'est pas possible en Île-de-France. Pourquoi? C'est pas la même situation qu'en Espagne. Je ne dis pas que c'est la même situation, mais en tous les cas, ce qui se passe en Espagne montre qu'il y a du potentiel de mobilisation si on arrive à construire entre les forces politiques, les citoyens, mouvements associatifs, mouvements syndicaux. Notre ambition est quand même là. Donc moi, je me situe dans une perspective où le résultat du premier tour n'est pas écrit, où nous avons l'ambition d'être la liste qui rassemble la gauche, qui veut transformer et qui devient leadership en Île-de-France. Mais pour que ce soit possible, il faudrait quel contexte politique? Je pense que le contexte social et politique existe. C'est notre capacité à créer la dynamique et de mettre en mouvement toutes ces forces. Elles sont potentiellement là. Vous la trouvez comment, cette capacité? C'est là où ça demande un travail différent, simplement additionner des militants politiques. C'est que le Parti communiste, le parti de gauche, la gauche unitaire, les écologistes, Nouvelle Donne, ça c'est les forces politiques, sont en contestation des choix d'aujourd'hui. Ça rejoint ce que nous disent des militants syndicaux et associatifs. Est-ce qu'ensemble, on arrive à construire un débouché politique en Île-de-France qui rassemble tout le monde? Et comment vous faites cette jointure-là? C'est le travail dans lequel nous allons nous engager. Alors on me dit, vous êtes en retard, c'est quand même en décembre les élections. Donc est-ce qu'on prend du temps pour la construction ou est-ce qu'on part avec les mêmes méthodes qu'avant? Parmi la construction que vous proposez une alliance avec Europe Écologie, qui pour l'instant part en autonomie. Emmanuelle Cos, la présidente du parti, sera la chef de file et la candidate en Île-de-France. Est-ce que c'est encore imaginable une alliance au premier tour avec Europe Écologie? Ils ne sont pas sur cette tendance-là, Europe Écologie. Mais tout ça est un combat. C'est un combat. Moi, je ne me satisfais pas des affichages d'aujourd'hui qui ne se posent pas la question comment, ensemble, on arrive à construire quelque chose qui change la donne, qui sorte du cadre dans lequel on veut nous enfermer, où il n'y aurait pas d'autre réponse que le libéralisme dans tous les domaines. Je pense qu'à gauche, nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Nous n'avons pas encore trouvé la réponse ensemble,
mais je ne désespère pas de la trouver parce que, y compris l'ensemble de ces forces politiques, est traversé de débats, où des militants divers, y compris chez Europe Écologie Les Verts, sont partisans de cette construction. Donc, moi, c'est un combat. Ça a toujours été un combat, les constructions qu'on a voulu réaliser. Alors, en 2010, le candidat en Ile-de-France pour le Front de gauche, c'était Pierre Laurent, le patron du Parti communiste. Il a dit qu'il ne se représenterait pas cette fois-ci. Ça sera qui pourra incarner cette liste-là, une figure? Ça sera forcément un politique ou ça peut être un inconnu ou un associatif connu, mais est-ce que c'est forcément un politique du Parti communiste ou du Front de gauche qui sera à la tête de liste en Ile-de-France? Non, pour moi, c'est pas écrit aujourd'hui. Parce que là, évidemment, vous essayez de me donner la réponse à une construction qui n'est pas encore aboutie. Moi, je suis élu depuis 1998. J'ai vécu en 2010 le Front de gauche. J'avais vécu en 2004 une construction qui s'appelait la Gauche populaire et citoyenne, Marie-Georges Buffet, Claire Villiers. Qui était une militante des droits des chômeurs. Qui était déjà une tentative de construction avec des citoyens engagés. Est-ce qu'en 2015, on arrive en gros à faire la synthèse entre l'expérience de 2004, qui était Gauche populaire et citoyenne, et l'expérience de 2010, qui est celle du Front de gauche? Moi, j'y crois. Et les forces sont toujours là. Donc vous n'avez pas encore de nom à nous donner qui pourrait incarner cette force-là en Ile-de-France? Ça serait quand même un peu prétentieux que tout seul, je décide de ça. Non, mais ça peut être qui? Oui. Vous allez avoir le temps, parce que ça va quand même très très vite. On est déjà mi-juin. Y compris pour répondre à cette question du leadership. Moi, je ne suis pas en recherche de l'équivalent de Valérie Pécresse ou de Barthelone pour la construction que l'on veut faire. C'est une régionale. Il y a 209 élus à l'arrivée. C'est pas une présidentielle. Et il y a 8 listes. De vedétarisation de la tête de liste régionale. Je ne suis originale. pas sûr que l'on puisse séparer la forme de ce que l'on veut faire du fond. Alors justement, on va arriver au fond. Peut-être que ces réponses se trouvent dans le programme, en tout cas dans des débuts de programme. Oui, en tout cas, dans une réalité déjà cette semaine, le Conseil régional a voté à votre initiative l'extension du pass Navigo zone unique à la carte imaginaire pour les lycéens, les apprentis et les collégiens, puisqu'elle n'était attendue pour l'instant qu'aux étudiants. Sauf que donc, le Conseil régional a voté, mais le STIF n'est pas d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pouvoir être mis en place à la rentrée prochaine? Je rappelle que le STIF, c'est le syndicat des transports d'Île-de-France, dont la région est membre et majoritaire, mais n'est pas l'unique décisionnaire. D'accord. Voilà. Mais le STIF, c'est quand même, il est piloté par des élus issus des collectivités d'Île-de-France, donc la région et les départements. Quand la région, suite au vote à notre initiative d'un amendement hier qui décide de le mettre en œuvre le 1er septembre, s'engage à ce que le conseil d'administration du STIF du 8 juillet valide cette proposition. Donc je ne vois pas comment elle pourrait ne pas se mettre en œuvre, puisque c'est la région qui est majoritaire. Voilà, on peut dire aux parents et les rassurer aux parents des élèves franciliens, on peut leur dire à la rentrée, il y aura une zone unique aussi pour la carte imaginaire. C'est l'engagement pris hier au niveau du conseil régional. Je l'ai dit en séance, on sera très attentif au suivi de ce dossier. Mais c'est pas sûr encore. 1er septembre, c'est bientôt. Oui. Faut vraiment décider le 8, quoi. Ouais. Qu'on ne reporte pas des décisions à plus tard qui mettraient en cause la mise en œuvre. Il faut le financer, tout ça, le manque à gagner. Déjà, hier, on a décidé de rajouter sur le budget régional 47 millions d'euros pour financer la zone unique et l'imaginaire étudiant. Bon, il faut en rajouter, évidemment, pour les collégiens et les lycéens. Sachant que les collégiens, quand même, les collèges sont à proximité de l'habitat. En général, c'est 2 zones, donc ils auront en gros le même prix. On passe à 333 euros, zone unique. Ils sont 2 zones, ils sont déjà à 333. Le sujet, c'est les lycéens, notamment ceux des filières professionnelles. Qui ont passé le bac cette semaine. Qui passent le bac, et je leur souhaite plein succès, j'ai ma fille qui le passe. Donc, notamment les filières professionnelles, où souvent les formations sont plus éloignées du domicile que pour les filières générales. Et c'est des publics plutôt issus de catégories sociales plus en difficulté que l'enseignement général. Donc, c'est d'abord à eux qu'on a pensé, où pour 5 zones, c'était 733 euros par an. Sachant qu'à la prochaine rentrée, un salarié remboursé à 50% pour son employeur paiera 35 euros par mois. Donc là, c'est pour ce qui est existant. On va parler maintenant du programme. Est-ce qu'on le voit quand même, la région doit dépendre d'autres institutions pour mettre en place des politiques? En fait, elle finance des projets, c'est une façon de faire les politiques, mais elle décide peut-être pas. Est-ce qu'il faut changer la façon dont fonctionne la région dans le cadre qui lui est actuel pour vraiment faire de la politique? Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que c'est un grand financeur, mais que ça ne fait pas de politique. Si, il y a eu beaucoup de choix politiques ces dernières années. Et en plus, nous ne sommes pas pour rien, l'ensemble des groupes de la majorité, parce qu'on est dans une assemblée. Vraiment, c'est une assemblée, la région. Les groupes comptent,
les élus comptent, et on a réussi. Alors des fois, ça prend trop de temps. Vous me citiez le c'est pas dézonage. forcément visible, la politique régionale. En même temps, c'est une institution jeune. Hein. Jeune. Regardez l'histoire des collectivités, les communes, les départements, quand même, ont de la bouteille. La région, c'est récent. C'est récent. Donc pour s'implanter dans le paysage politique institutionnel, c'est évident. Mais je pense qu'on est en train de monter en puissance et que de plus en plus, les enjeux régionaux sont des enjeux qui concernent évidemment directement la vie des populations, mais qui renvoient au grand choix de société. Vous pensez à quoi, par exemple ? Sur la vie des gens ? Oui, attendez, déjà dans les compétences, les 800 000 lycéens et collégiens qui sont en Ile-de-France, les transports, s'il y a un sujet qui fait la une de l'actualité tous les jours en Ile-de-France, c'est les transports. Ça sera quoi votre axe de campagne pour ces régionales, même si vous n'êtes pas encore en route? Notre axe de campagne, c'est que voilà, les besoins sont énormes dans ce pays et dans cette région, en termes sociaux, en termes environnementaux. C'est est-ce qu'on arrive vraiment à se mettre au niveau de la réponse des enjeux qui nous sont posés? Il y a des ruptures à opérer. Moi, j'assume complètement le bilan de cette région. Mais en même temps, je pense que nous sommes à un moment, et le plus symbolique est par exemple, il va y avoir la COP 21. Bon, j'entends. Vu Nicolas Hulot était au Conseil régional. On l'a auditionné, je partage en plus ce qu'il dit, c'est que quand il dit que le constat de plus en plus partagé est une chose, mais on ne peut pas rester au constat. Ça demande quand même, il parle d'un changement complet de logique et de système. Ça fait des années qu'on dit ça. Oui, mais c'est que on ne pourra pas faire. Moi, c'est là où il y a un rapport avec les choix gouvernementaux. Vouloir transformer radicalement les modes de développement et aller vers un autre type de développement en Ile-de-France est contradictoire avec les choix d'austérité, alors parce qu'on a besoin de forts investissements publics. Je prends comme exemple, nous on a décidé à la région que la meilleure énergie, c'était celle qu'on ne dépensait pas. Donc, tout le patrimoine, copropriété, logement social, à mettre à un niveau énergétique moins consommateur. Au rythme actuel, il faut un siècle. On nous dit qu'il y a urgence. Mais vous nous dites bien que la région est impuissante par rapport à l'État pour ce genre de décision. Pas du tout. Pas du tout. On est dans une région où il y a plus de 600 milliards de PIB tous les ans. Il y a 400 milliards dans les banques en Ile-de-France. On en fait quoi? C'est pas que les budgets des collectivités. C'est est-ce qu'on est capable de créer des dynamiques où l'argent, quand même, au lieu d'aller... C'est là le clivage, quand même. Spéculer et vous pensez que Claude Barthelone, avec qui vous allierez au second tour, est capable d'impulser ce mouvement de rupture, comme vous dites? Déjà, vous êtes dans un présupposé où c'est Barthelone qui est en tête de la gauche, ce que je conteste. Je me battrai pour que ce soit nous qui soyons en tête de la gauche. Donc dans les deux cas, de toute façon, je pense qu'il y aura rassemblement face à la droite et à l'extrême droite, dans les deux cas. Allez. Mais je pense que Barthelone est dans le cadre du système actuel. Il n'en sort pas. Et si j'avais, en plus, vouloir présider la région Île-de-France, quand on est président de l'Assemblée nationale, et qu'on n'a pas un mot pour défendre les députés et leur rôle face au 49-3, c'est pas très terrible pour un président de région qui résiste au gouvernement. Merci beaucoup, Gabriel Massou, d'avoir été l'invité de ce Samedi Politique. Merci beaucoup, Daïk. C'est ainsi que se referme cette édition régionale de la mi-journée. L'actualité continue, bien sûr, sur France 3. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour le 19-20. Nous recevrons la comédienne Mylène de Mongeau. Très belle journée à vous.